Merci en fait pour cette invitation. Merci à toute l'équipe de Avantage. C'est très important de pouvoir disposer d'un outil de partage. On disait à une certaine époque de dissémination des connaissances ou pas de mobilisation des connaissances, mais en fait, la recherche fait beaucoup de travail. Mais vous qui êtes là, qui écoutez, la plupart d'entre vous, vous êtes sur le terrain, vous êtes des gens qui connaissaient ça presque mieux que nous. Alors, on aura cet échange et ça, c'est très riche pour tout le monde. Et pour vous, je l'espère, mais et pour nous aussi. Et c'est pour ça qu'à la fin, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, à les inscrire dans la discussion du Zoom. Alors, l'objectif aujourd'hui, comment dire, c'est de parler de vieillissement, mais comme je le dis toujours, le vieillissement, c'est pas, ça commence pas à 65 ans ou à 68 ans. Le vieillissement, ça commence à la naissance et même à la conception. Et donc, c'est toute la trajectoire de vie. Et on s'intéresse souvent à cette trajectoire de vie, à ce qui fait en sorte on va mieux vivre avec plus de bien-être et de santé fonctionnelle au sens de l'Organisation mondiale de la santé là, plus tard dans la vie. Mais aujourd'hui, je voulais me concentrer sur le côté droit de cette courbe là, ou le côté gauche, selon là où vous me voyez. En tout cas, le bout de la courbe. Et ce sont les centenaires. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas très souvent, parce qu'ils n'étaient pas très nombreux, les centenaires, à une certaine époque. Mais comme vous allez voir, il y a un véritable boom des centenaires qui est en train de se produire. Et donc, je vais partager avec vous certaines connaissances ou certains faits sur les centenaires qui ne sont pas le produit d'une expérience personnelle, là, pas encore, là, j'ai pas atteint 100 ans encore, je pourrais, mais enfin, je suis pas loin. On s'y rapproche et c'est ce qu'on souhaite. Mais basé un peu sur ce que l'on sait de plus en plus et sur les faits. Alors, j'ai intitulé mon échange aujourd'hui le boom des centenaires. Vous allez voir, c'est un véritable boom. J'ai intitulé ça une autre nouvelle réalité. J'ai intitulé ça comme ça parce que, je m'excuse, je vais commencer par la dernière diapo, j'y reviens, parce qu'on sait que la pandémie nous a amené à avoir une nouvelle réalité. Par exemple, on n'est pas dans une salle en ce moment de conférence, puis vous n'êtes pas en présence, on est en virtuel. C'est une nouvelle réalité, ces conférences, c'est en virtuel. Puis en même temps, c'est pas plus mal, hein, parce que ça vous permet d'assister, même si vous êtes à l'extérieur du quartier Côte-des-Neiges, de Montréal, du Québec. En fait, pour tout vous dire, je vous parle de l'extérieur du pays en ce moment parce que je suis en voyage d'affaires. Donc, vous voyez, ça permet ce genre de choses. Et donc, c'est cette nouvelle réalité qui concerne la démographie dont je voudrais vous parler. Et pour cela, je vous pose un plan, un certain nombre de choses. D'abord, il faut quand même parler des faits. Est-ce qu'il y a des centenaires? Est-ce qu'il y en a beaucoup? De quoi ça a l'air? Donc, on va commencer par parler des centenaires, une véritable explosion démographique. Ensuite, on se demande tous, est-ce que ça vaut la peine de vivre jusqu'à 100 ans? Peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent qui ont 100 ans. N'hésitez pas à me partager quelque chose si vous avez 100 ans ou plus. Mais on sait pas mal de choses sur l'état de santé des centenaires, beaucoup plus qu'avant. On va aussi parler de ces zones sur la planète où il y a plus de centenaires qu'ailleurs. On les appelle les zones bleues, mais ils ont des caractéristiques intéressantes. Et puis, évidemment, parler des centenaires, ça nous amène à nous poser la question sur la longévité humaine. Est-ce qu'il y a une limite ou il n'y en a pas? Est-ce qu'on est préprogrammé? Est-ce qu'on est comme les frigos aujourd'hui, là, qui, au bout de 12 ans, vous lâchent parce qu'ils sont presque préprogrammés pour se briser? Ou est-ce que on est comme, on va dire, le pont Victoria qui disons, traversé le temps beaucoup plus que d'autres ponts qu'on connaît là, entre Montréal et la Rive-Sud. Et enfin, je vais parler de la géroscience et comment aujourd'hui la science, je ne parlerai pas longtemps, mais juste pour vous sensibiliser au fait qu'il y a une nouvelle science qui parle justement de comment vivre plus longtemps puis en meilleure santé. Alors,
Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est un peu un état des lieux sur la planète, en Amérique du Nord, au Québec, au Canada. Et je vais commencer par un petit vidéo, puis regardez bien là, parce que ça va aller vite, mais vous allez voir une map monde, puis vous allez voir apparaître au fil des ans, vous allez voir, ça va de 2015 à 2050 à peu près. Vous allez voir apparaître des pays qui sont en bleu foncé. Puis ces pays en bleu foncé, attendez un peu, vous les voyez ici, tac, 2020, je vais le refaire. Regardez ces pays en bleu foncé qui deviennent de plus en plus nombreux. Eh ben, puis vous avez vu que le Canada, il est devenu foncé là, vers 2030-2035. Quand on a commencé, je vais le recommencer dans 2 secondes, on a vu qu'il y avait un seul pays en bleu foncé, c'était le Japon ici. Alors, c'est quoi ça, ces pays en bleu foncé? Ben, c'est les pays super âgés. C'est les pays. C'est quoi un pays qui est super âgé? Là? C'est juste un qualificatif qu'on s'est donné. Mais un pays super âgé, c'est un pays où il y a, disons, 30% de la population qui a 60 ans et plus, ou il y en a qui disent 25% de la population qui a 65 ans et plus. C'est quand même beaucoup. Là. C'est le quart de la population qui a 65 ans et plus, ou 30%, quasiment le tiers qui a 60 ans et plus. Et ce sont ces pays que vous voyez ici. Regardez bien, là. Je vais le représenter. Le Japon seulement en 2020, l'Europe beaucoup ici, 2035 le Canada, puis en 2050, ben, vous le voyez, vous ne pouvez pas le compter, mais il y a environ plus de 50 pays qui ont en fait qui sont des pays super âgés, dont la Nouvelle-Zélande ici, dont évidemment le Japon est toujours là. La Chine est un pays super âgé. Mais puis à peu près toute l'Europe, vous voyez ici, à peu près toute l'Europe est un pays super âgé. Mais il n'y a pas que les pays, on va dire, auxquels on s'attend. Là. Il y a, le Chili, par exemple, devient un pays super âgé. L'Iran, la Thaïlande, Cuba. Donc, ce sont des pays qui sont super âgés. Donc, ça veut dire que c'est vrai, ça, hein, que le vieillissement se poursuit. Et puis, c'est bien que le vieillissement se poursuive. Évidemment, il faut que ce soit du bon vieillissement, si je peux me permettre, ou du vieillissement qui nous permette d'avoir un certain bien-être. Mais, OK, les pays vieillissent, puis on fait partie de ces pays-là. Puis, d'ailleurs, vous pourriez me poser la question, puis dans les autres pays, qu'est-ce qui se passe? Ben, par exemple, en Inde, il y a énormément de personnes âgées, mais il y a aussi énormément de jeunes. C'est pour ça que la proportion là, fait que le pays ne devient pas bleu. Mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Ben, l'autre chose qui est quand même intéressante en termes d'évolution démographique, c'est comparer ici la courbe rouge et la courbe bleue. Alors, la courbe rouge et la courbe bleue avec les années, puis vous voyez qu'ici au Canada, environ en 2014, le nombre absolu des 65 ans et plus, le nombre absolu, pas la proportion, le nombre absolu des Canadiens, Canadiennes de 65 ans et plus est devenu plus grand que le nombre absolu des 0-15 ans. Donc, c'est vraiment un changement de la population. Donc, comme vous voyez, on va devenir un pays super âgé, puis on voit déjà des caractéristiques. Alors, est-ce que la fameuse COVID qu'on a vécue a eu un impact sur ce vieillissement de la population dans le monde? Ben oui, ça a eu un impact. Puis il est ici l'impact. Ça, c'est une étude toute récente qui montre bien que dans certains pays, à cause de la pandémie, là, imaginez qu'il y a une courbe où les pays vieillissent, là, il y a plus de personnes âgées, puis hop, là, il y a une petite tombée. Puis, mais ça va remonter, là. Ça va continuer à se poursuivre, mais il y a eu juste un petit encoche dans la courbe. Et remarquez ici que le pays où il y a eu le plus d'impact, c'est les États-Unis, avec un impact d'un négatif de 2 ans sur l'espérance de vie à la naissance chez les hommes et d'environ 1 an chez les femmes. Et on voit qu'ici, il y a eu un grand impact. Alors, je ne ferai pas beaucoup d'analyses ni démographiques ni politiques de pourquoi c'est comme ça. Mais bon, comme par hasard,
les États-Unis sont un pays où il y a un système de santé un peu plus difficile d'accès ou en tout cas réservé à ceux qui sont bien couverts et ceux qui sont bien couverts sont super bien servis. Mais il y en a quand même qui sont moins bien servis, comme vous le savez bien. Mais donc, c'est vrai que la COVID a eu un impact, mais comme vous le voyez ici, même dans la presse, quelque part récemment, il y avait un article intéressant qui faisait référence à cette étude, justement, d'un recul inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qu'il faut voir, c'est comment ça se répartit à travers les groupes d'âge de personnes âgées. Parce que là, on parle toujours de personnes âgées, mais il y a personnes âgées, plus âgées, puis très âgées, puis très, très âgées. Hein, et c'est pas la même chose. Et on voit ici, là, on commence à avoir des indices ici, là, parce qu'on voit que dans cet article du Soleil, on faisait déjà référence au fait que, contrairement aux enfants qui augmentaient de 11 entre 2006 et 2011, ben, les centenaires augmentaient de 25 Alors, qu'en est-il des centenaires? Ben, on a ici, en fait, le nombre de centenaires au Canada et selon la progression du temps. Alors, vous voyez, là, ça, c'est des histogrammes, on appelle ça des colonnes, puis on voit le nombre de centenaires. Alors, en 2001, il y avait 3 795 centenaires. En 2021, on y est. Il y a environ 11 000 centenaires. Ouf, ça a progressé. Hein? Mais regardez comment ça progresse jusqu'en 2061, où il y aura 78 000. Il est prévu qu'il y ait 78 000 centenaires. Donc, on voit que la population des centenaires, c'est une population qui va avoir tendance à exploser, un nombre important. Alors, une première chose à constater, puisque ici on a hommes et femmes, ben, les centenaires, comme vous le voyez, c'est en grande majorité des femmes. Et il y a une minorité d'hommes. C'est le cas aussi dans le vieillissement, mais enfin, chez les personnes âgées. Mais là, chez les centenaires, c'est vraiment accru de manière importante. Donc, en 2021, là, en fait, les chiffres, ça c'était des projections, là, mais les chiffres réels, c'est qu'il y a en ce moment 12 800 centenaires au Canada, ou au Québec, pardon. Attendez, je me rappelle. Non, au Canada, c'est ça. Et on voit que le nombre est assez grand dans tous les pays du G8. On voit ici, le Canada n'est pas celui où il y a le plus de centenaires. Le Japon est certainement le pays où il y a le plus de centenaires. En Italie, en France, au Royaume-Uni. Voilà, il y a beaucoup plus de centenaires dans la population. Ça, c'est le nombre de centenaires par 100 000 personnes dans la population. Au Japon, où j'étais il y a quelques années, enfin, je suis allé souvent, et puis au Japon, puis c'est assez impressionnant, les personnes âgées, puis le nombre de centenaires qu'il y a. Ici, on a un peu une diapositive, je m'excuse, elle est un petit peu remplie, cette diapositive, mais c'est une diapositive d'un collègue japonais qui présentait une étude sur les centenaires. Et au Japon, ils en sont rendus à faire des sous-groupes de centenaires tellement ils en ont. Alors, par exemple, ici, là, c'est une étude où il y avait les centenaires dans l'étude, 47 000 centenaires qui étaient dans cette étude-là. Mais les centenaires, pour eux, c'est des gens de 100 à 105 ans. Après ça, vous voyez ici qu'il y a 2564 personnes dans cette étude-là qui sont des semi-super centenaires. Et ça, c'est selon leur définition de 105 à 110. Donc, vous voyez, 100, 105, 105, 110. Puis, il y a ceux qui appellent les super centenaires qui ont 110 et plus. Ben, il y en a quand même 78 dans cette étude-là. Là. C'est pas, et ça, c'est juste le Japon. Là. Alors, vous voyez, quand j'ai vu ça, moi, il y a quelques années, ma mâchoire est tombée à terre parce que je me suis dit, mais attendez un peu, là. Nous, on fait des études de vieillissement, on prend la peine de séparer des gens de 60 ans, 65 ans, 80 et tout ça. Là, c'est des séparations de centenaires. Donc, ça veut dire que, quelle que soit l'étude, là, puis je ne vais pas parler de l'étude elle-même, mais vous voyez qu'il y
le Japon, qui était le premier pays super âgé, là, ben, en 2035, nous, on va être un peu comme le Japon. À la limite, on va pouvoir faire ce genre d'études-là. Et on va avoir ce genre de population. Puis vous en connaissez des centenaires. Hein? Kirk Douglas est né et est décédé récemment à 304. Olivia de Havilland, Daniel Darieux, comédienne française. Ils sont tous des centenaires, ça. Donc, les centenaires, là, c'est pas des gens complètement ultra non fréquents. D'ailleurs, à la blague, je pense toujours à l'idée que ici au Canada, quand quelqu'un a atteint l'âge de 100 ans, dans le passé, c'était tellement peu fréquent qu'on pouvait demander à la gouverneure générale d'avoir une lettre, je crois, signée par la reine de félicitations. Ben, avec les chiffres que vous voyez qui s'en viennent, je me suis dit, ben, ça va prendre tout un cabinet là, pour signer ces lettres-là parce qu'il va en avoir beaucoup de lettres à signer, puis peut-être que la reine va avoir une crampe à force de signer ces lettres. Mais vous voyez que c'est un phénomène très fréquent. Ici, selon un document mondial, on voit ici les progressions en pourcentage par rapport aux tranches d'âge dans les 30-40 prochaines années. Puis vous voyez que les 65 ans et plus, ben, il y a une certaine progression, mais les centenaires, c'est 350 fois plus qu'il va y avoir dans les prochaines 30-40. Donc, c'est pour ça que je parle d'explosion. Une autre façon de le montrer, une source des Nations Unies, on voit ici, en 2015, 450 000 centenaires au monde. En 2050, 3 676 000. Vous voyez que j'espère que je vous convainc là, que les centenaires, ce n'est pas marginal, c'est quelque chose qui va être très présent. Même au Québec, entre 2016 et 2066, donc sur 50 ans, voici les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec de l'année dernière. Vous voyez que les 65 ans et plus, entre 2016 et 2066, vont augmenter de un peu moins de 2 fois, 1,8 fois. Les 85 et plus, 3, 4 fois, 4 fois, on va dire. Les centenaires, 20 fois plus. 20 fois plus. Alors, encore une fois, j'espère que vous me croyez avec tous ces chiffres du Québec, du Canada, du monde, que les centenaires, c'est une nouvelle réalité. Et c'est quelque chose dont il faudra, bien sûr, s'occuper. Alors, qu'est-ce qu'on sait des centenaires? On sait des centenaires que leur santé, ben, ils sont vraiment pas tous pareils. Je vais vous donner des caractéristiques de la santé de celles et ceux d'abord qui atteignent 100 ans. Alors, premièrement, avant de devenir centenaire, les gens ne sont pas tous pareils. Il y en a près de la moitié qui vivaient avec plus que 3 diagnostics majeurs, diabète, insuffisance pulmonaire et tout ça, mais contrôlés, on va dire. Il y en avait près de la moitié qui avaient malheureusement une maladie dégénérative causant une démence. Et il y avait bien sûr une espèce, plus on se rapproche des centenaires, plus il y a une différence entre ce que j'appelle, moi, l'âge du passeport puis l'âge biologique. Autrement dit, vous savez, l'âge biologique, c'est de dire d'une personne, elle vieillit bien, elle. Ou de dire d'une autre personne qui a, deux personnes qui ont 50 ans, là, une, on va dire, elle vieillit bien, l'autre, on va dire, elle vieillit mal. Ben, on n'a pas tort, hein, parce qu'il y a toutes sortes de caractéristiques qui font que c'est pas juste l'âge du passeport qui compte, c'est l'âge du corps comme tel. Alors, il y a eu beaucoup d'études réalisées chez les centenaires. Puis pas avec les petits nombres, là. Regardez, une étude en Italie, une étude en Grèce, une étude en Italie à Trieste et puis au Mexique, une étude en Suède. Puis ce qu'on voit, là, c'est qu'il y a énormément de différences entre les études. Puis ça montre un peu qu'il y a qui reflète un peu les différences entre les sociétés où l'étude a été faite. Par exemple, ici, en Italie, sur 602 centenaires, ben, il y avait bien sûr beaucoup de différences entre les personnes. Puis il y en a qui étaient autonomes, il y en a qui l'étaient moins. Il y en avait
20 quand même, qui étaient en bonne santé puis relativement autonomes. Donc, sur les 600, là, il y en avait quand même presque plus de 100 là, qui vivaient en bonne santé, relativement autonomes. Mais évidemment, la majorité n'était pas vraiment en bonne santé. En Grèce, regardez ça, c'est sur seulement 2% des 500 centenaires en Grèce, dont la majorité de femmes, bien sûr, vivaient dans une maison de retraite. Et il y en avait quand même quelques-uns qui n'avaient aucun problème physique. Alors que dans un autre coin de l'Italie, puis au Mexique, ben, il y en avait plutôt la majorité qui était en maison de retraite. Puis malgré tout, la grande majorité avait comme une perception assez positive de leur santé, malgré les petits problèmes qu'ils avaient. En Suède, ouais, c'était une grande majorité en soins de longue durée ou en maison de retraite et seulement le quart à la maison. J'ai l'impression que ça ressemble un peu au Québec, mais on n'a pas de chiffres sur le Québec. Donc, en résumé, l'état de santé ou les centenaires, grande majorité de femmes, une grande hétérogénéité, là, des différences de l'état de santé. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a certains facteurs génétiques, ici je mentionne quelques-uns qui ont été mentionnés dans la littérature, qui semblent caractériser les centenaires, mais c'est pas clair. Si on est vraiment génétiquement prédestiné pour être centenaire. Ceci dit, on sait qu'il y a des familles où il y en a un peu plus, puis des familles où il y en a moins. Et puis, ils vivent dans un milieu de vie, les centenaires, qui dépend plus des habitudes de leur culture que des vraiment besoins de santé. Comme je le rappelle ici, en Grèce, il y avait seulement un petit nombre de centenaires qui vivaient dans une maison de retraite ou en soins de longue durée, alors qu'en Suède, c'est l'inverse. En plus, ces centenaires ont un nombre de maladies chroniques sévères qui est en général plus faible que dans le grand âge non centenaire. Alors ici, il faut comprendre cela. C'est que dans le fond, il y a une sélection naturelle. C'est que si on a vraiment des grosses maladies qui vont affecter notre vie, peut-être qu'on ne se rendra pas à être centenaire. Et donc, ça veut dire que quand on est rendu centenaire, c'est parce qu'on a traversé des périodes de susceptibilité de maladies qu'on a réussi à passer à travers sans la maladie ou à vaincre, ou peu importe. Et c'est assez clair qu'il y a une notion de sélection naturelle. Par exemple, la démence. La démence, vous savez, là, on appelle ça aussi l'Alzheimer, quand c'est la maladie d'Alzheimer qui la cause, mais il y a d'autres maladies. Ben, c'est étonnant, là, mais c'est plus faible que chez les 85 à 95 ans. Mais en même temps, c'est pas étonnant, parce que ça veut dire que c'est des gens qui étaient avec un âge biologique favorable qui ont réussi à être centenaires. Il y a une faible incidence des problèmes de santé vasculaire et des conditions reliées à des processus inflammatoires. Donc, c'est des gens qui ont moins de problèmes chroniques vasculaires, moins de problèmes chroniques inflammatoires. Mais ce qui est surtout important, regardez ça ici, une personnalité. Une personnalité. Là, on ne parle pas du corps, on parle de l'esprit. Une personnalité plus positive face à la vie et une plus faible tendance à l'anxiété. Ça caractérise les centenaires. Des gens qui sont positifs. Alors, il se trouve où les centenaires sur la planète en plus grande majorité? Il se trouve, comme vous le voyez ici, d'abord à Okinawa, au Japon, dans le sud du Japon. Il y a vraiment une communauté de centenaires là, absolument importante. En Grèce, en Sardaigne, en Italie. En Sardaigne, il y a beaucoup plus de centenaires que dans le reste de l'Europe. Au Costa Rica, il y a aussi. Et puis, il y a aux États-Unis un endroit en Californie, Loma Linda. Alors, je ne sais pas si tous les centenaires se retrouvent là parce qu'il fait mieux bon vivre l'hiver à Loma Linda, mais quoi qu'il en soit, c'est un lieu où il y a une représentation de centenaires. Et on appelle ces zones de plus grande prévalence de personnes plus âgées et puis de centenaires, on appelle ça des zones bleues. Alors, si on vous parle de zones bleues, maintenant vous savez ce que c'est. C'est des zones où il y a une proportion plus grande de personnes âgées.
et en particulier de centenaires. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces zones bleues-là? Alors, écoutez ça, là, parce que ça, c'est votre recette pour le reste de votre trajectoire de vie. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a de la mobilité naturelle et constante dans le quotidien. Le monde se promène, marche. On prend pas l'auto pour aller au dépanneur. C'est, pardon. Par ailleurs, très important, on l'a vu tantôt, l'esprit, un sens de la vie au quotidien, c'est-à-dire carpe diem. Et ça s'appelle carpe diem, ça s'appelle ikigai à Okinawa. C'est une façon de penser qui est comme à chaque jour sa peine ou à chaque jour son plaisir, peu importe. Des stratégies qui permettent de réduire le stress à peu près tous les jours. Ça peut être des moments de prière, ça peut être des siestes, ça peut être des apéritifs avec des amis. Vous allez me dire, c'est quoi le lien entre les trois? Moins de stress. Ce qui vous convient, là. Mais ça peut aller de l'un à l'autre, au troisième. Une alimentation, mais pas suralimentée. On regarde ou on constate qu'ils vont à 80% de leur faim. Ils complètent pas la faim, si vous voulez. Et avec un repas le plus frugal, le plus petit, pris en fin de journée. Donc, gros, moyen, petit, en termes de répartition des repas, en termes de petit déjeuner, déjeuner, souper, là. Avec des légumineuses, des fruits, des grains, peu de viande. On constate, on ne sait pas si c'est parce qu'il y a peu de viande qu'on devient centenaire, mais on constate dans les zones bleues là, que c'est comme ça. Du vin, modérément, avec des amis ou lors du repas. On constate aussi que les centenaires, là où il y a plus de centenaires, il y a une appartenance à une communauté croyante. Est-ce que c'est une communauté croyante religieuse d'une religion X? Non, ça peut être une communauté presque de yoga ou autre, ou de tai chi, mais c'est une communauté croyante qui croit à la vie, peu importe. Des liens familiaux forts et de grande proximité. Eh là là. Ça, là, c'est super important. Puis on l'a vu dans le COVID, combien ça a été délétère de ne pas pouvoir voir certaines personnes qui étaient très âgées, mais pour les protéger pour le virus, on les a malheureusement fragilisés par l'isolement. Parce que le réseau social fort, qui inclut des amis proches, c'est aussi important. Selon une autre étude citée par Martin Junot là, de l'Institut de cardiologie de Montréal, on a un peu la même chose. Activité physique modérée, régulière tout au long de la vie. Restriction calorique, ça veut dire pas manger à sa faim totale. Beaucoup de légumineuses et de légumes, consommation modérée d'alcool, donner un sens à la vie, réduire le stress. C'est la même chose que j'ai dit tantôt, là, mais c'est une autre étude engagement dans la spiritualité ou la religion. C'est pour ça que je disais yoga, tai chi. La famille est au centre de la vie. Et puis, il y a toujours une espèce d'engagement social, une intégration dans la communauté. Alors, comme vous le voyez, ces zones bleues, ça nous dit le gros bon sens. Il n'y a pas une recette, une pilule, une chose qu'il faut prendre. C'est une attitude de la vie qui semble caractériser ces centenaires. Maintenant, quand on parle de la vie et des centenaires, on peut pas ne pas se poser la question, est-ce qu'il y a une limite à la vie? Est-ce qu'il y a une limite à la longévité? À vrai dire, je vais pas répondre. Je vais vous dire qu'il y a deux réponses, mais qui sont tout aussi valables l'une que l'autre dans la littérature, puis on verra dans les prochaines années. Il y a des gens, par exemple, qui ont étudié durant les années, depuis 1960 jusqu'à dans les années 2010-2020, qui ont étudié le nombre de personnes les plus âgées à chaque année. Puis ça augmente, là, je veux dire, il y a plus de 80 ans, il y a plus de 95 ans, il y a plus de 100 ans, mais ça dépasse jamais 110, 115. Fait que ces gens-là, ils concluent que il y a une limite à la vie. On est construit comme ça, là, que la limite est probablement autour de 110, 115, puis qu'il n'y a rien qui montre qu'on pourrait dépasser cette limite-là. Par contre, on peut être plus de monde qui se rapproche de cette limite-là. C'est pour ça qu'il y a plus de centenaires. Mais il y a quand même une limite. D'autres études disent plutôt qu'on peut briser le plafond de
longévité humaine en contrôlant mieux les maladies reliées à l'âge. Ici, on a en fait un certain nombre d'exemples de 1900 à 2014-15 de la proportion de maladies pour lesquelles malheureusement on décède. Et celles qui sont age-related, ben, on commence à comprendre les mécanismes de ce qui se passe avec le vieillissement, même normal. Il y a deux, trois choses, là, la mort cellulaire, l'inflammation, l'énergie dans les cellules, etc., etc. Puis, on pense qu'on pourrait probablement améliorer ça. Et si on arrivait à améliorer ça, on améliorerait la longévité humaine. C'est ce que ces gens-là disent. Alors, on va les laisser travailler, hein, et on va écouter, mais c'est ce qu'on dit. Donc, en résumé, le premier courant dit que malgré la poursuite des avancées scientifiques, il semble bien y avoir une limite à la longévité humaine. Mais le second propose qu'il serait peut-être possible d'accroître la longévité. Ça a été montré chez des animaux, mais peut-être que ça marcherait chez l'humain, quoique ça ne marche pas toujours. Et peut-être que ça ouvrirait la porte à un accroissement majeur de la longévité humaine, dans la mesure, bien sûr, où ce serait une longévité utile et agréable. Et c'est là que je voulais juste terminer en soulignant un point assez fondamental qui est justement ce vieillissement et cette biologie du vieillissement. Et on commence de plus en plus à comprendre que quand on avance en âge, là, puis qu'un jour on découvre, oups, malheureusement, on a un peu de sarcopénie, une perte de la masse musculaire. On a certaines infections, cancer, une maladie neurodégénérative. Malheureusement, il y a plusieurs maladies qui nous guettent, là, puis des conditions, mais c'est pas tout le monde, là, mais je veux dire, ça arrive plus souvent quand on avance en âge. On s'aperçoit que il y a peut-être on commence à soupçonner qu'il y a peut-être quelque chose de commun à tout ça. Qu'est-ce qui fait que chez une personne, il va avoir un peu de diabète, un peu d'une maladie neurodégénérative, un peu de cancer, un peu de maladie pulmonaire, respiratoire. Puis dans une autre personne, ben, ça va être le même cocktail, malheureusement, mais ça va commencer différemment. Puis on commence à comprendre que ben, peut-être que tout ça, c'est relié au mécanisme même du vieillissement des cellules, la biologie du vieillissement. Et si on arrivait à mieux contrôler la biologie du vieillissement, c'est 3, 4, 5 facteurs qui caractérisent la biologie du vieillissement. Il y en a qui pensent qu'on pourrait diminuer l'apparition de toutes ces maladies qui sont reliées à l'âge. C'est ça qui s'appelle la géroscience. La géroscience, c'est de lier les maladies qui arrivent malheureusement avec l'âge au processus de vieillissement et d'essayer de guérir ou de contrôler un peu toutes les maladies en même temps si on contrôle ces mécanismes de base de la biologie du vieillissement. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je peux vous dire qu'il y a eu des travaux chez l'animal, il y a eu des travaux aussi chez l'humain. Et il y a, par exemple, le docteur Kirkland à l'université ou à l'hôpital Mayo aux États-Unis, qui lui fait beaucoup de travaux. Il a commencé à faire des travaux chez l'humain, d'essayer de contrôler certains de ces mécanismes. Et puis ça a l'air de marcher, là. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire qu'on ne va pas accroître la longévité, mais on va accroître la qualité de vie pendant cette période qu'on a, dont le plafond semble autour d'à peu près 115 ans. J'espère que tout ceci ne vous a pas fait ni peur ni envie. Je pense que c'est la réalité. Et puis, moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, quel domaine intéressant. Quand j'étais à l'Institut du vieillissement des Instituts de recherche en santé du Canada, on avait fait justement un certain nombre on avait fait des réunions sur la géroscience, sur les centenaires. Et c'est la raison pour laquelle je voulais partager un peu aujourd'hui autour des centenaires. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un peu de temps là, pour des discussions. Alors, je vais regarder dans
dans la boîte de discussion, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous remercie beaucoup.